droit international privé et numérique, quel est le problème? Comme vous l'avez dit, tout dans le numérique n'affecte pas de la même manière le droit international privé. L'exemple le plus typique, c'est le droit des contrats. Le droit des contrats n'est pas très affecté par l'élément numérique. Pourquoi? Parce que la loi applicable à un contrat, c'est la loi choisie par les parties, que ce soit sur Internet ou pas, ça ne change rien. À défaut de choix, c'est la loi de l'état de résidence du débiteur de la prestation caractéristique, on a la même règle. Bon, pareil, sur Internet, ça ne change rien. Le juge compétent, c'est souvent le juge choisi par les parties, ou le juge du domicile du défendeur, ou le juge de livraison des marchandises vendues, par exemple. Et tout ça n'est pas du tout affecté par l'élément Internet, ou par l'élément numérique. Donc, par exemple, il y a des questions qui sont envisagées au cours de ces 2 journées. Je pense par exemple à la preuve numérique. Ça n'a aucune incidence, à mon avis, en droit international privé. Le droit international privé, comme vous l'avez dit, est un droit de localisation via les critères que posent les règles, essentiellement les règles de conflit de juridiction, qui déterminent la compétence des tribunaux d'un ordre juridique, et les règles de conflit de loi, qui vont déterminer la loi applicable à une relation. Il y a donc un élément essentiel sur lequel la présentation va être centrée, un élément perturbateur qui tient au caractère immatériel de l'espace dans lequel les critères de rattachement et les critères de compétence peuvent être amenés à se localiser. Et cet espace immatériel, c'est évidemment Internet. Le grand perturbateur du droit international privé, c'est Internet. Parce que c'est un espace immatériel et que les éléments qui se localisent sur Internet se localisent à la fois partout et nulle part. Et la question centrale, en tout cas a priori, c'est celle-ci: comment localiser les choses sur Internet? Ce qui est exactement la même question que vous avez posée. Où est ce « là » qu'on attend habituellement en droit international privé, pour reprendre vos termes? Alors, encore faut-il à nouveau préciser que tout n'est pas nécessairement problématique sur Internet. Par exemple, je viens de le dire, la loi applicable aux contrats internationaux ne pose aucune difficulté particulière pour les contrats électroniques, le juge compétent non plus. Les difficultés apparaissent lorsque la localisation des éléments qui vont déterminer le juge compétent ou la loi applicable est précisément appelée à être déterminée, localisée sur Internet. Le cas le plus typique, c'est la responsabilité extra-contractuelle. Alors, non seulement c'est le cas le plus typique et le plus problématique, mais c'est en réalité le cas le plus fréquent également, comme on l'a vu précédemment, et Zoé Jacquemin a donné un florilège. Il y a beaucoup de cas de cyberdélits, de délits commis sur Internet. La contrefaçon en ligne, alors ça va être la contrefaçon de droits d'auteur, le streaming ou le téléchargement de musique ou d'œuvres vidéo, par exemple, sans autorisation. La contrefaçon de marque, par exemple la vente de sacs d'un grand maroquinier sans autorisation, d'un faux sac de telle ou telle marque. La concurrence déloyale, qui souvent va accompagner ces actes de contrefaçon. On a parlé tout à l'heure de la réservation de mots-clés par un concurrent pour faire de la confusion, du parasitisme. Les délits de presse classiques, la diffamation, dont on a longuement entendu parler tout à l'heure. L'atteinte au droit à l'image, toutes les atteintes au droit de la personnalité, l'atteinte au droit à l'image, l'atteinte au droit au respect de la vie privée. Tous ces délits sont des délits extrêmement fréquents sur Internet, extrêmement faciles sur Internet. Et en ce qui concerne ces derniers, les atteintes au droit de la personnalité sont particulièrement problématiques, non seulement parce qu'ils peuvent se dérouler évidemment directement sur Internet, mais parce qu'en plus, tous ces délits, lorsqu'ils sont constitués sur la presse papier classique, ont vocation à se retrouver à un moment ou à un autre sur Internet. Lorsque tel tabloïd publie une photo de la princesse d'Angleterre sans son autorisation, à un moment ou à un autre, ça va se retrouver sur Internet et être diffusé partout dans le monde. Alors c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit quand vous dites qu'on peut tout à fait appliquer la loi du lieu du dommage parce qu'au fond, on doit prévoir que tout va se diffuser partout. Ça me paraît difficile parce que tout peut se diffuser partout à ce compte-là. Et je suis un peu circonspect sur le critère du lieu du dommage en ce qui me concerne. Mais je vais y revenir après. Or, pour revenir à ces hypothèses de délit, tous les critères de compétences, tant les critères de compétences juridictionnelles que les critères de compétences législatives, sont ici délicats à mettre en œuvre. Dans les 2 cas, il s'agit de localiser le délit ou, en ce qui concerne la loi applicable, le dommage qui normalement intervient sur Internet. Alors ça, c'est la plus grande partie. La question se pose également, et d'une manière au fond assez proche, en matière de protection du consommateur. Les rapports contractuels noués par les consommateurs sur Internet, qui sont fréquents, sont facilement internationaux. Autant le consommateur commande rarement un bien sur un catalogue à l'étranger. Je ne sais pas s'il y a des gens qui commandent encore des biens sur catalogue, mais en tout cas, ça se fait rarement à l'étranger. Autant le contrat international est très facile à faire sur Internet, parce qu'au fond, on se rend rarement compte qu'on a affaire à une société étrangère, parce que souvent, il y a une variante de cette société dans la langue du consommateur. Et puis, même quand on se rend compte, c'est très facile. Et
en particulier pour le consommateur français, c'est très facile de consommer avec les autres pays de l'Union européenne, puisque la monnaie est la même, il n'y a pas de il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de frais de douane, la livraison est généralement gratuite, donc c'est extrêmement facile. Commander un bien en Allemagne, en Angleterre, jusqu'au Brexit, ou en France, ça fonctionne exactement de la même manière. Or, ici, les parties sont exposées à deux types de risques très clairement identifiés, qui tiennent au très grand libéralisme du droit en cette matière. En principe, je l'ai dit précédemment, en matière contractuelle, les parties peuvent choisir leur juge et choisir leur loi. Et le risque est évidemment, comme toujours en matière de contrat d'adhésion, que l'un des co-contractants, le plus fort, le professionnel, rédige dans son seul intérêt les contrats et que le consommateur ne puisse pas le négocier, qu'il subisse donc une clause attribuant compétence à un juge lointain, ce qui va rendre pour lui l'accès au juge plus difficile, ou une clause désignant une loi faisant disparaître ou amenuisant sa protection. Alors pour éviter cela, les textes applicables, pour ce qui nous concerne, c'est un règlement communautaire, le règlement Rome 1. Pour éviter cela, les textes applicables posent des limites à la fois aux clauses attributives de juridiction, ça c'est le règlement Bruxelles 1 bis, et aux clauses de choix de loi. Le consommateur, pour faire simple, le consommateur est globalement protégé contre les effets néfastes de ce type de clause, mais à condition que le professionnel soit exerce son activité dans le pays du consommateur, soit par tout moyen dirige son activité vers le pays du consommateur. Et la question est évidemment de savoir comment on doit apprécier ce critère de l'activité dirigée lorsqu'elle se déroule sur Internet. Alors, troisième problème que j'envisage, mais à la marge, la question se pose également un peu au croisement des deux hypothèses précédentes en ce qui concerne les données personnelles. Alors, on va parler plus longuement plus tard des données personnelles, j'en parlerai uniquement sous l'angle du droit international privé. Alors, il s'agit là d'un enjeu considérable, puisque les données personnelles, c'est vraiment le carburant d'Internet, c'est ce qui permet d'avoir cette impression que tout est gratuit sur Internet, mais on sait que ce n'est pas le cas. Les données personnelles sont récoltées par les utilisateurs de données et utilisées justement à des fins mercantiles la plupart du temps. Raison pour laquelle l'Union européenne s'est dotée récemment d'un nouveau règlement, un règlement du 27 avril 2016, qui vise à protéger les internautes, enfin essentiellement les internautes, contre l'utilisation de leurs données, la mauvaise utilisation de leurs données personnelles, qui rentrera en application le 25 mai prochain. Et la question, en ce qui nous concerne ici, est de savoir à quoi et à qui s'applique ce règlement. Est-ce que c'est aux internautes qui résident dans l'Union européenne? Est-ce que c'est aux utilisateurs de données qui sont établis dans l'Union européenne? Est-ce que c'est aux utilisateurs qui interviennent sur Internet dans l'Union européenne? Et qu'est-ce que ça veut dire, intervenir dans un pays donné sur Internet? Alors voilà les questions. Pour toutes ces questions, on a eu tendance, et on a encore tendance, à présenter les choses en termes de localisation. Localisation d'Internet, c'est un réflexe habituel pour le spécialiste de droit international privé. Mais mon sentiment, et ce que je vais essayer de démontrer ici, c'est que ce n'est pas vraiment ce que fait le droit positif. Pour une raison simple, c'est qu'au fond, on ne peut pas localiser les choses sur Internet. On ne peut pas localiser les choses sur un espace qui, par définition, n'a pas de localisation, qui, par définition, est localisé partout et nulle part. Donc, ce que fait le droit positif, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est autre chose. Le droit positif, dans une très large mesure, il me semble, se comporte en la matière comme en matière de protection des parties faibles. Dans beaucoup d'hypothèses, il cherche, de manière plus ou moins claire, plus ou moins ostensible, à protéger l'une des parties impliquées, parce que, et comme si, il s'agissait d'une partie faible. C'est ce que je vais exposer dans un premier temps, avant, dans un second temps, de m'interroger sur la valeur et les limites d'un tel raisonnement. Est-ce que c'est un raisonnement, est-ce que c'est une manière de faire qui est acceptable? Alors d'abord, je vais m'interroger sur le constat d'une approche en termes de parties faibles. Alors évidemment, la première hypothèse à laquelle on pense, c'est la protection du consommateur. C'est évidemment le meilleur terrain d'illustration de ce phénomène, puisque en matière de protection des consommateurs, on a effectivement une partie faible, qui est étiquetée clairement comme partie faible, et les règles qui sont applicables sont des règles qui ont ostensiblement pour objet de protéger la partie faible. Mais en réalité, il me semble que le constat est justement encore plus flagrant ailleurs, c'est-à-dire en matière de responsabilité délictuelle, dans un domaine où normalement on n'est pas en présence d'une partie faible et où les règles, normalement, n'ont aucunement vocation à protéger une partie plutôt qu'une autre.
Alors, je rappelle très rapidement les règles qui sont très proches de celles que vous avez décrites en droit québécois. Alors, en ce qui concerne la loi applicable en droit français, c'est la loi du lieu du dommage. A priori, quelque chose de parfaitement neutre, de localisateur, de parfaitement neutre et qui n'avantage aucune des deux parties. En ce qui concerne le juge compétent, alors il y a plusieurs règles. Les parties peuvent choisir le juge compétent si elles le souhaitent. Si elles ne l'ont pas fait, ce qui est fréquent en matière délictuelle, le juge compétent est le juge du domicile du défendeur, donc là, pas de difficulté particulière. Mais le demandeur peut également décider de saisir le juge du lieu du fait dommageable. Et évidemment, c'est cette problématique de localisation du fait dommageable. Alors, je m'arrête 2 secondes sur ce que dit la jurisprudence à l'égard de ce fait dommageable. Lorsque le fait dommageable est localisé dans un endroit donné, et qu'il n'y a qu'un seul fait dommageable, je me fais rouler dessus par une voiture dans la rue, bon, évidemment, il n'y a pas de difficulté. La première difficulté qui est apparue en jurisprudence, c'est celle de la dissociation des différents éléments du fait dommageable. Que se passe-t-il lorsque le fait générateur est localisé dans un pays et le dommage dans un autre pays? Alors la question a été posée dans une jurisprudence au sujet de pollution transfrontalière. On avait des usines françaises qui déversaient des déchets salins dans les eaux du Rhin qui sont venus polluer des champs de tulipes aux Pays-Bas. Alors, où est le fait dommageable? Est-ce que c'est l'endroit où on a déversé les déchets ou est-ce que c'est l'endroit où les tulipes ont été atteintes? Eh bien, la Cour de justice a dit l'un ou l'autre, les deux. Le demandeur a une nouvelle alternative, il peut saisir soit le tribunal du lieu du fait générateur, soit le tribunal du lieu du dommage. Deuxième évolution ici intéressante, que se passe-t-il s'il y a un fait générateur et plusieurs dommages? Ce qui évidemment va être le cas rapidement sur Internet. Alors la Cour de justice, dans un second arrêt, un arrêt Fionnet-Cheville, est venue préciser que dans ce cas-là, lorsqu'il y avait un fait générateur et plusieurs dommages, le demandeur pouvait choisir entre tous les tribunaux impliqués, le tribunal du lieu du fait générateur ou de chacun des dommages. Donc si je déverse des eaux dans le Rhin et que ça produit des dommages aux Pays-Bas et en Allemagne, eh bien je peux saisir les tribunaux français, les tribunaux allemands et les tribunaux néerlandais. Mais le tribunal du lieu du dommage n'est compétent que pour réparer le dommage local. Il n'est pas compétent pour réparer tous les dommages causés ailleurs. Donc il a une compétence réduite. Alors, sur Internet, ce n'est pas tellement la localisation du fait générateur qui a posé problème. Le fait générateur, on l'assimile, ce qui est peut-être contestable, mais je n'ai pas tellement le temps de m'y attacher. Le fait générateur, on l'assimile à l'émission des contenus contrefaisants ou constitutifs d'un délit. Et cette émission, on la localise un peu artificiellement au domicile de l'émetteur de contenu. Autrement dit, si ici je décide, mettons, de diffamer Jean-Christophe Roda, par exemple, imaginons que je décide d'aller en ligne et de dire du mal de Jean-Christophe Roda, plus qu'il ne mérite, eh bien, on considérera que le lieu, en droit international privé français, on considérera que le lieu d'émission, ce n'est pas le Québec, c'est la France, parce que c'est là que je réside habituellement. Ce qui a posé problème en droit français, c'est plus la localisation du dommage. En s'inspirant du droit américain, le droit français, le droit européen, a très vite posé les choses en termes d'alternative entre ce qu'on appelle l'accessibilité et la focalisation. Première branche, l'accessibilité, consistera à dire que le dommage est localisé partout où l'information délictuelle est accessible. Donc partout, je peux consulter le contenu contrefaisant, diffamatoire, etc. A l'inverse, la théorie de la focalisation vient limiter la localisation du dommage en disant qu'il ne faut pas simplement que l'information soit accessible, parce qu'au fond, les informations sur Internet sont en principe accessibles partout, il faut qu'elles soient focalisées spécifiquement, dirigées vers un pays donné. Donc l'information la diffamation ne sera localisée par exemple au Québec que si j'ai spécifiquement visé le public québécois. Le droit français a évolué, il est parti de l'accessibilité en 2001, il a évolué lentement mais de manière plus en plus claire vers la focalisation avant que la Cour de justice de l'Union européenne ne s'en mêle, et la Cour de justice, elle, a très clairement consacré la théorie de l'accessibilité dans un arrêt e-date. Je m'arrête 2 secondes sur l'arrêt e-date. Alors, ça, c'est un arrêt de 2011. Ce que dit l'arrêt e-date, la Cour de justice, c'était une histoire d'atteinte au droit de la personnalité sur Internet, des images et des atteintes à la vie privée de personnes célèbres. La Cour de justice a dit 2 choses. D'abord, elle a clairement assimilé le dommage à l'accessibilité, ce qui garantit au demandeur de pouvoir saisir le juge dans n'importe quel pays où l'information est accessible, c'est-à-dire dans n'importe quel pays, sauf peut-être la Corée du Nord. Mais il faut garder à l'esprit l'arrêt Fionnet-Cheville. Si je saisis, par exemple, si j'ai une information contrefaisante visant mon collègue du fond de la salle,
je peux saisir les tribunaux québécois, mais comme il n'a pas encore une notoriété considérable au Québec, le dommage réparable, comme ça a été expliqué tout à l'heure, sera limité. Alors, ça c'est le premier point de l'arrêt IDET. Deuxième point, dans l'arrêt IDET, constatant que c'est quand même un peu problématique d'obliger le défendeur à aller saisir le tribunal de chaque pays, la Cour de justice dit, au fond, le dommage est également localisé dans le pays dans lequel le demandeur, la victime, a le centre principal de ses intérêts, ce qui correspond plus ou moins à son domicile. Le demandeur peut également saisir le tribunal de son propre domicile pour obtenir la réparation de l'intégralité du dommage. Alors ici, à mon avis, deux éléments importants. Le premier élément important, c'est que la Cour de justice localise le dommage à deux endroits différents, qui n'ont rien à voir. D'une part, le dommage est subi dans la personne du demandeur elle-même, et donc elle est localisée à son domicile. D'autre part, elle est réputée subie à chaque endroit où l'information est accessible. Ce qui est radicalement impossible, puisque le dommage ne peut pas être localisé dans la personne et sur un espace immatériel. Alors ce qu'on voit ici, c'est qu'au fond, le dommage ce que la Cour de justice ne localise pas véritablement le dommage. Elle se contente de désigner des tribunaux dont elle estime qu'ils sont adéquats pour statuer sur le litige. Et je pense que c'est un élément important, qu'on a un élément important ici. Pourquoi est-ce que le dommage n'est pas véritablement localisé ? Eh bien parce que le dommage n'est littéralement pas localisable. Ici, il n'y a pas de dommage qui soit subi à un endroit donné, que ce soit l'atteinte aux droits de la personnalité, qui ne sont localisés nulle part, ou l'espace virtuel que constitue Internet. Le deuxième élément important, c'est que la Cour crée, à partir de rien, un forum actoris, c'est-à-dire la possibilité de saisir son propre juge pour le demandeur. Et le forum actoris, c'est le contraire du principe ordinaire du droit français, du droit européen et, si j'ai bien compris, du droit québécois, qui considère que normalement le juge compétent est le juge du domicile du défendeur. Alors pourquoi est-ce que le juge compétent est normalement le juge du domicile du défendeur ? Parce qu'on considère que le déplacement, le fait d'obliger le demandeur à se déplacer, est un désagrément qu'il doit supporter tant qu'il n'a pas établi le bien fondé de sa demande. Autrement dit, il y a une espèce de présomption d'innocence du défendeur. Créer un forum actoris, c'est inverser cette présomption d'innocence. Créer le forum actoris, c'est présumer la culpabilité en quelque sorte du défendeur ou présumer le bien fondé de la demande. Alors, on en vient donc ici à renverser l'inégalité initiale, et ça ne peut se justifier que par la volonté spécifique de protéger la victime d'une atteinte délictuelle. Le fait est que les seuls autres domaines dans lesquels on a un forum actoris, c'est le droit du travail et le droit de la consommation, concrètement. Alors pourquoi ? Ce constat, cette volonté de protéger la partie faible, qu'on va retrouver également d'ailleurs en droit des données personnelles, mais comme j'ai plus de temps, je vais zapper, et en matière de protection des consommateurs, pourquoi ? Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est légitime de traiter les internautes comme des parties faibles ? Qu'est-ce qui explique ce mouvement ? Alors ici, je pense qu'il faut distinguer. Soit on est en présence de parties faibles traditionnelles, c'est-à-dire de consommateurs, et la démarche est tout à fait compréhensible. Le consommateur, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'exposer ici, le consommateur est dans une situation de faiblesse vis-à-vis du professionnel, et il est tout à fait légitime de le protéger. La jurisprudence que je viens de rappeler en matière délictuelle est plus contestable. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors je pense que se mêlent ici de bonnes et de mauvaises raisons. Des mauvaises raisons qui sont largement non dites et qui sont très générales, et des bonnes raisons qui sont plus spécifiques et plus acceptables. Alors, d'un côté, dans les raisons générales et implicites, il y a l'idée que le droit de la responsabilité aurait pour objet de réparer, ça a été dit tout à l'heure, de réparer les préjudices subis par des victimes. Et que, évidemment, il faudrait faciliter cela. Au fond, qui n'a pas envie de réparer le préjudice subi par une victime ? Et l'évolution du droit international privé, dans un sens favorable à la victime, favorable à la réparation du préjudice subi par la victime, l'évolution du droit international privé fait ici clairement écho à l'évolution du droit civil interne, en tout cas du droit français, mais je pense que ce n'est pas très différent du droit québécois, droit civil interne qui a vu le centre de gravité de la responsabilité se déplacer très clairement du responsable vers la victime, avec une disparition flagrante de la faute et un développement des responsabilités objectives. Pourtant, en droit interne et surtout en droit international privé, c'est une évolution qui me semble très contestable. Ici, d'abord, la terminologie est, à mon avis, extrêmement problématique.
D'abord, il ne s'agit pas de réparer. On ne répare jamais rien en matière de responsabilité, sauf le cas très exceptionnel où on peut recoller quelque chose de cassé ou réduire une fracture. Mais la plupart du temps, on ne répare pas un dommage, on déplace la charge d'un dommage sur une autre personne. J'ai subi un dommage, j'ai perdu de l'argent, et la question c'est de savoir si on peut faire déplacer la charge de cette perte sur quelqu'un d'autre que moi. Mais on ne va pas la faire disparaître, cette perte. Et ensuite, par conséquent, ce n'est pas une victime qui saisit le juge, c'est un demandeur qui saisit le juge. C'est une personne qui allègue un droit, mais il n'y a pas de raison de présumer que ce droit est allégué. Or, c'est bien à cette conclusion que conduit ce développement du forum actoris, ce traitement de la victime du dommage délictuel comme une partie faible, à traiter d'emblée le défendeur comme une victime dont le droit allégué serait par principe établi. Et c'est à mon avis très contestable, au moins à titre général. Alors, un exemple très précis, par exemple, la jurisprudence que j'ai citée tout à l'heure, IDATE, qui permet à la victime d'une atteinte au droit de la personnalité de saisir son juge sans bouger de son fauteuil et d'obliger le défendeur où qu'il se trouve à venir plaider dans son pays, eh bien, cette jurisprudence a été étendue très récemment aux personnes morales, dont on considère qu'elles ont aussi des droits de la personnalité. Et il me paraît très difficile, dans les rapports entre professionnels dans lesquels une personne morale prétend qu'elle a été victime d'une atteinte au droit de la personnalité, il me paraît extrêmement compliqué d'y voir véritablement une partie faible. Alors, de manière très générale, c'est une évolution qui me paraît très contestable. De manière plus spécifique, on peut peut-être préciser les choses. À mon sens, il faut aller plus loin et se demander si, au-delà de la terminologie, il y a, dans certains cas, des raisons particulières de protéger le demandeur. Alors, le domaine de la consommation permet de répondre positivement à cette question. Le domaine des données personnelles et des atteintes aux droits de la personnalité me paraît aussi évidemment typique. Pourquoi est-ce qu'on a un nouveau règlement en matière de données personnelles? Pourquoi est-ce qu'on a étendu le champ de la protection du titulaire de données personnelles? Eh bien, il me semble que c'est parce que l'évolution technologique rend de plus en plus facile et de plus en plus lucrative les atteintes, l'utilisation anormale des données personnelles ou les atteintes aux droits de la personnalité. Il me semble que les deux choses sont assez largement liées. Et Internet devenant un terrain extrêmement propice à ce type de délit, eh bien, ça justifie, en quelque sorte, que pour rétablir un certain équilibre, on permette aux demandeurs de bénéficier de facilités sur le terrain du droit international privé, et donc notamment de saisir son juge. Donc là, oui, en matière de données personnelles, en matière d'atteinte aux droits de la personnalité, il me semble qu'il est acceptable de protéger spécifiquement le demandeur. Au-delà, ça me paraît extrêmement contestable, ce qui pose la question de savoir comment on doit localiser les choses, et je n'ai vraiment plus de temps, donc je vais répondre en 2 mots. Comment localiser lorsqu'on n'est pas en présence d'une donnée personnelle, lorsqu'on n'est pas en présence d'une partie faible, parce que, comme vous l'avez dit, on ne peut pas localiser sur Internet? Eh bien, il me semble que dans ce cas-là, on doit effectivement se raccrocher à des éléments qui se déroulent en dehors d'Internet. Et c'est généralement très facile. On a les parties qui ont un domicile dans le monde réel, qu'il est toujours possible de localiser. On a très souvent, par exemple, dans le commerce électronique, des biens corporels qui font l'objet des contrats électroniques. Eh bien, ces biens corporels, ils ont une existence en dehors d'Internet. Il suffit de les localiser. Et je termine sur ce seul exemple. Par exemple, en matière de contrefaçon, un site en ligne vend des biens contrefaisants, des faux ordinateurs, par exemple, des faux ordinateurs de cette marque. Comment savoir si le juge français peut être compétent? Eh bien, il me semble qu'il y a une façon très facile de répondre à cette question. Il suffit de suivre les biens corporels. Si les biens corporels peuvent être livrés en France, eh bien alors le marché français est affecté, et alors le juge français peut légitimement se déclarer compétent. Peu importe la localisation de l'espace immatériel. Ici, ce qui importe, c'est la localisation des biens corporels. Je vous remercie.